région d'Agadir, je vous salue en vous disant Etma Distin, Azulfulam. On m'a été confié de vous parler de la chimioprophylaxie antituberculeuse et des biothérapies, qui sont vraiment une question vraiment très nouvelle dans la littérature. Et je remercie par la même occasion le LAFMAPAT qui m'a convié pour faire cette présentation. LAFMAPAT qui nous a toujours habitués à ces congrès de qualité, aussi bien par le choix des thématiques que la qualité de l'organisation, mais également aussi le choix des orateurs. Et sans être trop longue, je vous dis que comme vous le savez tous, la biothérapie a révolutionné le monde des maladies inflammatoires chroniques, avec un risque accru d'infection opportuniste, notamment la tuberculose. La tuberculose qui reste un problème de santé à l'échelle mondiale, et le Maroc qui continue à être en état d'endémie tuberculeuse, avec pratiquement 2080 cas de tuberculose chez les moins de 15 ans, estimés en 2019. Après le VIH, les biothérapies contribuent à l'élargissement aussi de la carte d'intérêt de la tuberculose, d'où la nécessité d'une politique de dépistage et de prévention. Alors les biothérapies, c'est quoi les biothérapies? Au début, moi je me limitais à croire que les biothérapies concernaient essentiellement les anti-TNF-alpha, mais finalement c'est un large éventail de médicaments issus de biotechnologie. Et donc c'est des produits qui sont issus de bactéries ou de cellules animales génétiquement transformées pour produire des substances, soit des thérapies cellulaires comme les cellules souches ou des cellules différenciées, des thérapies tissulaires, les différentes greffes de tissus vivants, les thérapies géniques, le transfert de gènes et l'intervention sur les gènes, les thérapies utilisant des médicaments copiant des molécules naturelles de corps humain, et là on parle essentiellement des anticorps et des protéines bioactives comme le facteur de croissance, les interleukines, etc. Donc finalement la dichotomie de cette biothérapie, on peut la diviser en deux types. Il y a des produits qui sont issus de l'ADN non recombinant et des produits qui sont issus de l'ADN recombinant. Alors ceux qui sont issus de l'ADN non recombinant, il s'agit essentiellement des vaccins, des toxines, des antibiotiques, des enzymes hormonales et des anticorps monoclonaux, des médicaments dérivés du sang, des thérapies cellulaires et tissulaires. Après, vous avez des produits qui sont issus de l'ADN recombinant, comme les acides nucléiques, les protéines recombinants, dont proviennent les anticorps monoclonaux qui font révolutionner le monde de la biothérapie actuellement. Donc les principales biothérapies qui sont commercialisées sur le marché ou qui sont largement utilisées par les médecins, alors la liste est très exhaustive. Je vais citer l'infliximab qui est le premier à avoir été découvert depuis août 1999. C'est un anticorps monoclonal chimérique humain issu d'IgG de souris qui va se lier avec les formes solubles et transmembranaires du TNF. Alors l'indication, donc il a une large indication notamment dans la maladie de Crohn, la RCH, dans les formes essentiellement sévères et modérées, fistulisantes, dont les formes sévères aussi de psoriasis, chez les adultes avec PR et SPA sévères ne répondant pas au méthotrexate. Vous avez l'adalimumab. C'est un anticorps aussi monoclonal recombinant humain produit par des cellules ovariennes de hamster, actif aussi ou alors utilisé dans les formes modérées ou sévères de RCH, découvert en 2003. Vous avez le golimumab, c'est un anticorps aussi monoclonal IgG humain produit dans une lignée cellulaire d'hybridome murin à l'aide de technologies d'ADN recombinant, utilisé également dans les formes sévères de RCH, la PR progressive et la SPA découvert en 2009. Vous avez également l'étanercept, largement utilisé, découvert en février, que l'on peut indiquer dans les formes modérées à sévères de PR et d'arthrite chronique juvénile, poly- ou oligoarthrite juvénile, psoriasis juvénile, le rituximab ou le Bactérin, découvert en juin, utilisé aussi dans la PR active, l'abatacept, l'adalimumab et l'ustekinumab qui sont de découverte aussi récemment, 2007, 2003, 2009, etc. Vous voyez que c'est une thérapie qui est vraiment très nouvelle mise sur le marché. Vous avez d'autres médicaments
médicaments aussi, comme je vous ai expliqué, la liste n'est pas exhaustive, immunosuppresseurs. Vous avez le cyclophosphamide, l'azathioprine, le sirolimus, etc. Donc, le risque de biothérapie ou alors de tuberculose liée à la biothérapie. Alors je ne vous apprends rien en vous rappelant l'histoire naturelle de la tuberculose qui, à partir d'un sujet contagieux, l'autre personne dite contact, elle va être contaminée par le BK qui va rentrer au niveau du corps, le bacille il va rentrer directement au niveau des macrophages alvéolaires, soit qu'ils vont rester quiescents et ils ne vont pas entraîner de maladies. À ce moment-là, on parle d'infection tuberculeuse latente, ou alors ça va entraîner une maladie, ou alors des symptômes cliniques, et là on va parler d'infection, de primo-infection patente ou de tuberculose maladie. L'infection tuberculeuse latente survient essentiellement en cas d'état d'immunodépression, et là je vous rappelle que les patients qui sont sous biothérapie sont considérés comme étant des patients immunodéprimés avec un risque relatif de développement de tuberculose estimé entre 1,5 et 4. Donc là, la pathogénèse de la tuberculose, comme je viens de citer, le bacille va rentrer directement au niveau des macrophages alvéolaires, il va être phagocyté, dégradé par ces macrophages qui sont les soldats de première ligne. Après, cette réaction inflammatoire, elle va migrer au niveau du ganglion satellite. Alors, la réaction inflammatoire, elle va entraîner la libération de médiateurs de l'inflammation qui vont attirer les lymphocytes au niveau du ganglion satellite. Alors, ces lymphocytes qui dépendent d'un profil cytokinique particulier, ils vont être orientés vers un profil TH1, et donc il va y avoir cette réaction, alors cette bataille entre macrophages alvéolaires, bacilles, lymphocytes et tout le reste, va entraîner une réaction inflammatoire qui va finalement aboutir à la formation de cette nécrose caséeuse qui est caractéristique de la tuberculose. Donc finalement, le TNF, alors là, le TNF-alpha et l'interféron gamma, comme je vous l'avais bien dit, ils font partie des médiateurs inflammatoires qui participent de façon très importante au sein de la réaction inflammatoire. L'interféron qui est libéré par les cellules présentatrices d'antigènes qui vont phagocyter les premiers, le bacille tuberculeux. Et donc cette réaction inflammatoire, elle va stimuler la production des lymphocytes TH1 qui vont sécréter l'interféron gamma que l'on peut éventuellement doser pour connaître si le patient était au contact du bacille tuberculeux. Donc de façon schématique, sur le schéma de gauche, vous avez l'interféron, le TNF-alpha qui est représenté par le carré noir au centre de cette réaction inflammatoire, avec à côté représenté l'interféron gamma. Alors comment on a expliqué le rôle des anti-TNF-alpha pour la production de cette immunodépression chez les patients? Dans une publication récente de 2019, ils avaient comparé la réaction inflammatoire qui se produit en l'absence d'anti-TNF-alpha et la réaction en présence d'anti-TNF-alpha. Donc qu'est-ce qu'ils avaient trouvé? Alors rappelez-vous de cette réaction inflammatoire entre macrophage alvéolaire qui va présenter les débris d'antigènes ou lymphocytes T. Il va y avoir une liaison entre le macrophage alvéolaire et le lymphocyte T pour produire finalement ces cytokines. Et bien tout simplement, en présence, cette liaison, elle se fait grâce à des récepteurs membranaires qui sont représentés sur le schéma de gauche par les petits traits violets. Alors il va y avoir, quand les anti-TNF-alpha seront là, ils vont se fixer sur ces récepteurs, empêchant la liaison du lymphocyte avec le macrophage alvéolaire, et par conséquent, il y aura une libération accrue c'est-à-dire les bacilles vont être libérés de la réaction inflammatoire, ils vont pouvoir se multiplier rapidement parce que la réaction inflammatoire qui va aboutir à la destruction des cellules bacilles et à contenir leur multiplication ne va pas se produire à cause de ces récepteurs qui vont capturer ou alors sur lesquels vont se lier les anti-TNF-alpha. Donc l'évaluation du risque finalement, elle dépend de plusieurs paramètres. Le premier, c'est l'effet immunomodulateur dont je viens de parler, des anti-TNF-alpha. La prévalence de l'infection tuberculeuse, et vous savez tous qu'il n'y a pas la même prévalence dans les pays en voie de développement que par rapport aux pays de l'Occident, et le risque d'infection tuberculeuse au sein d'une population donnée. Et là, sur
cette diapositive, une étude avait évalué l'incidence et le risque relatif de tuberculose chez les patients sous anti-TNF-alpha pour une polyarthrite rhumatoïde. Donc ils avaient découvert qu'ils avaient un risque plus élevé en étant porteurs de polyarthrite rhumatoïde, et ce risque il est multiplié par 5, voire par 4, voire par 9 quand les patients présentent une polyarthrite rhumatoïde et sous anti-TNF-alpha. Donc les facteurs de risque liés d'infection au Mycobacterium tuberculosis, il s'agit des patients qui sont récemment été en contact avec un patient tuberculeux, bien évidemment, les patients qui sont nés ou qui vivent dans des pays de haute prévalence de tuberculose ou alors qui avaient fait un voyage récent dans une région à haute prévalence, les résidents ou les personnes qui travaillent dans des institutions, des prisons, des maisons de retraite, etc. Les patients ayant une IDR positive et qui n'ont pas été traités, les patients qui consomment de l'alcool et des substances toxiques. Les professionnels également de santé constituent des patients à risque élevé, les patients avec des images radiologiques suggestives de tuberculose ancienne, les individus et les extrêmes d'âge et les personnes porteurs de comorbidité, notamment les infections, les patients ayant un VIH, les maladies auto-immunes, les transplantés, les insuffisants rénales, etc. Alors peut-on, après avoir contracté la tuberculose et démarré le traitement, peut-on, après un certain laps de temps, redémarrer les anti-TNF-alpha? Bien évidemment. Alors cette étude, elle montre que des patients, un ensemble de patients sur lesquels qui ont été mis sous anti-TNF-alpha, notamment l'adalimumab avec le méthotrexate, et chez qui on avait découvert une tuberculose, infection latente, on avait arrêté les anti-TNF-alpha, on avait démarré le traitement, à base d'antituberculeux, et puis après un certain laps de temps, le temps était variable, il n'y a pas de recommandation dans ce sens-là, mais chacun avait entraîné les traitements à base d'anti-TNF-alpha après un certain laps de temps, et par conséquent, il n'y avait aucun effet secondaire ou alors aucune recrudescence de l'infection tuberculeuse latente après avoir redémarré le traitement à base d'anti-TNF-alpha. L'IDR à la tuberculine que vous connaissez tous, il s'agit d'une réaction d'hypersensibilité retardée à l'inoculation intradermique d'une protéine purifiée dérivée d'un mélange de plus de 200 protéines de Mycobacterium tuberculosis. C'est des protéines communes à tous les mycobactéries, mais également aux vaccins. Elle a une sensibilité compromise, surtout chez les patients immunodéprimés, avec un risque accru de faux négatifs et la répétition du test peut introduire ce qu'on appelle un effet booster, mais avec un risque de faux positifs, surtout chez les patients vaccinés et les patients porteurs de mycobactéries. Les inconvénients, elle a des inconvénients logistiques, bien évidemment, l'IDR à la tuberculine, parce qu'il va falloir qu'on demande aux patients de revenir pour la lecture. La lecture, elle peut être subjective et dépend de l'opérateur. Ce n'est pas l'examen idéal pour dépister l'intradermo-réaction à la tuberculose, notamment chez les patients porteurs de maladies inflammatoires. On ne doit pas répéter parce qu'on risque d'avoir des résultats positifs et on risque d'avoir des réactions sévères. Le seuil de positivité chez l'enfant et chez l'adolescent dépend du statut vaccinal par le BCG, mais également de l'ancienneté de la vaccination, de l'état immunitaire, l'infection à VIH et la dénutrition. L'interprétation du test d'IDR dépend des facteurs suivants, notamment le diamètre de la duration, le risque de progression de la maladie chez la personne infectée par tuberculose et le délai de la dernière exposition avec un sujet contact. Donc l'interprétation comme elle a été décrite dans le guide national, et on peut interpréter une IDR négative si nous avons un diamètre entre 0 et 4. On peut interpréter une IDR positive avec une ITL ou alors une infection tuberculose latente quand la duration elle dépasse les 5 mm. Si elle dépasse les 10 mm et la vaccination elle date de plus de 10 ans, c'est une infection tuberculeuse probable. Si elle est comprise entre 5 et 9 mm et que la vaccination elle date depuis 10 ans, c'est une réaction soit liée au BCG ou alors elle peut correspondre à une infection tuberculeuse latente. Si le BCG il date de moins de 10 ans, l'interprétation
elle doit prendre en considération cela. Donc un diamètre de duration au-delà de 15 peut signifier une IDL probable, entre 10 et 14 une réaction au BCG, voire une IDL. Une IDL comprise entre 5 et 9 mm est une réaction au vaccin. Et l'interprétation aussi, elle est variable chez les sujets âgés de plus de 15 ans. Alors maintenant, désolée de vous rappeler qu'il vous reste un peu moins de 5 minutes. Alors, les techniques diagnostiques basées sur la libération de l'interféron, comme vous les connaissez, nous avons ce qu'on appelle les IGRA, et pour les IGRA, on en a deux types. Le quantiféron Tibigol, qui détermine la production totale de l'interféron gamma dont je vous ai parlé tout à l'heure dans la pathogénèse de la tuberculose. Un seuil au-delà de 0,35 est considéré... Là, c'est pas de ma faute. Et donc, elle est considérée comme positive quand il y a plus de 6 spots. Alors, en comparant l'IDR à la tuberculine et les tests IGRA, les tests IGRA l'emportent de loin par rapport à l'IDR à la tuberculine. Et sur cette étude qui avait comparé l'IDR à la tuberculine chez les patients porteurs de polyarthrite rhumatoïde par rapport à des groupes contrôle, avait trouvé que la positivité des IGRA, elle s'approchait à la positivité des IGRA chez les patients contrôle, contrairement à l'IDR à la tuberculine. Et donc la conclusion était comme quoi, dans les pays à forte endémie, parce que là c'est une étude qui a été faite au Pérou, donc ils ont pratiquement la même prévalence qu'au Maroc, donc ils avaient conclu à ce que le quantiféron Tibigol semble être un moyen de diagnostic beaucoup plus performant que l'intradermoréaction à la tuberculine. Donc dans la littérature mondiale, intradermoréaction au IGRA, donc dans la littérature mondiale, bien évidemment, c'est les IGRA, tout simplement parce qu'ils éliminent la subjectivité de l'interprétation et ils peuvent être répétés lorsqu'on a besoin. Il n'est pas nécessaire de les relire après 40 à 78 heures. Ils sont faciles à standardiser, ils permettent de détecter même les patients allergiques, ils respectent la vie privée, mais le coût, bien évidemment, il est excessivement cher. Par contre, dans les recommandations nationales, en comparant les IGRA avec l'IDR à la tuberculine, il mentionne que les IGRA restent une technique quand même qui est difficile, qui est coûteuse et qui n'est pas facilement réalisable dans notre pratique courante. Donc finalement, et en comparant également l'intradermo avec les tests IGRA, ils avaient trouvé qu'il y a des tests négatifs aux IGRA comparativement aussi à l'intradermo réaction de la tuberculine. Les IGRA ne permettent pas aussi de différencier une tuberculose latente d'une maladie tuberculeuse. Donc il y a aussi des limites par rapport aux IGRA pour dire finalement que les recommandations nationales, ils optent beaucoup plus pour l'intradermo réaction à la tuberculine comme étant un outil diagnostique de première ligne pour les patients candidats à un traitement par les inhibiteurs de facteurs de nécrose tumorale, Alors là, pratiquement une étude, et j'étais vraiment étonnée par le nombre de publications espagnoles qui sortaient surtout par des rhumatologues et par des dermatologues espagnols et qui parlaient de cette association de biothérapie ou alors de la prescription de la biothérapie et de l'apparition d'infections tuberculeuses latentes. Et là, j'avais trouvé que pratiquement l'algorithme diagnostic espagnol, le différencier n'est pas très... n'est pas très différent de l'algorithme diagnostic marocain que je vais vous présenter plus tard. Donc, arrivé au traitement, il y a 3 options, alors 3 régimes thérapeutiques. Vous avez le régime thérapeutique INH de 9 mois, la rifampicine pendant 4 mois ou le RH pendant 3 mois. Donc les indications thérapeutiques des patients ayant une infection tuberculeuse latente candidats aux biothérapies, le traitement de l'infection tuberculeuse latente chez les patients candidats aux anti-TNF doit être démarré si l'intradermo réaction à la tuberculine ou les IGRA sont positifs, bien que le patient soit vacciné, il est recommandé de démarrer une chimiothérapie, même si
l'intradérmo-réaction à la tuberculose où les IGRA sont négatifs, en présence bien évidemment de signes cliniques ou radiologiques évocateurs de tuberculose, surtout dans les pays à forte endémie tuberculose comme le Maroc. Et le traitement standard est essentiellement l'INH pendant 9 mois qui s'avère le plus utilisé et le plus efficace parce qu'il confère une efficacité de 60 à 90%. La durée moyenne est pratiquement de 9 mois. Alors, comme effet secondaire majeur à l'INH, bien sûr, l'hépatite, la neuropathie au périphérique qui peut être que l'on peut prévenir par la pyridoxine à la dose de 25-50 et indiquée essentiellement, comme a dit le professeur Bolkani, chez les diabétiques, les alcooliques, etc. Et ça reste le traitement de choix. La rifampicine pendant 4 mois, elle a une efficacité similaire. Il est moins toléré par rapport à l'INH en termes d'hépatotoxicité, mais l'inconvénient, c'est que si les patients la possibilité de sous-diagnostic de cas de tuberculose qui pourrait rechuter avec des cellules, avec des souches résistantes et bien sûr comme étant un inducteur enzymatique, il peut avoir des interactions médicamenteuses avec plusieurs médicaments. Après le régime du RH pendant 3 mois, c'est un régime qui s'avère aussi efficace avec une bonne tolérance et observance. Aussi bien que le régime de 9 mois, il confère une protection de 60% chez les patients VIH positifs. La combinaison rifampicine-PZA doit être évitée en raison du risque élevé d'hépatotoxicité. Donc là, c'est une étude qui compare en termes de risque d'infection tuberculose latente, d'effets secondaires et de décès, la l'isoniazine seule pendant 9 mois avec le régime pour rifampicine-isoniazine et qui n'avait pas montré de différence entre les deux, bien que le régime standardisé mondial est celui de l'INH pendant 9 mois. Alors, qu'en est-il de l'infection tuberculeuse en cas de résistance? Donc le traitement, bien sûr, il doit être individualisé en fonction du cas index. Il faut choisir des médicaments auxquels l'organisme est sensible, comme le PZA et l'éthambutol, voire le fluoroquinolone active sur le BK. La durée du traitement n'est pas standardisée, mais on estime qu'elle est de 6 à 12 mois. Les patients atteints d'infection tuberculose latente, MDR, doivent recevoir un traitement surveillé, bien sûr, et bien suivi. Alors, la chimiothérapie antituberculeuse doit être démarrée chez tous les patients candidats au TNF-alpha lorsque les tests IGRA ou IDR sont positifs. S'ils sont négatifs avec des images radiologiques ou alors un contexte clinique évident lors d'un comptage tuberculeux récent, le régime est de 9 mois et après avoir démarré le traitement, il va falloir reprendre le traitement anti-TNF-alpha pratiquement 1 mois après le début du traitement antibacillaire. Alors, là, c'est un algorithme diagnostique ou alors de prise en charge diagnostique et thérapeutique qui stipule que pour les personnes qui présentent un risque d'infection tuberculeuse sous anti-TNF-alpha, il faut bien sûr regarder le contexte clinique et radiologique et bien évidemment passer au test diagnostique et parfois, même en l'absence de test diagnostique ou alors en ayant des tests diagnostiques négatifs dans un contexte évocateur de tuberculose, le traitement prophylactique il doit être démarré. Donc là, c'est l'algorithme diagnostic marocain dont je vous ai parlé tout à l'heure qui ne diffère pas de l'algorithme espagnol. Certaines recommandations sur lesquelles j'aimerais bien insister, c'est que le diagnostic d'infection tuberculose latente doit se faire de façon systématique en cas de mise de traitement sous anti-TNF-alpha. L'infliximab et l'adalimumab sont les biothérapies qui sont pourvoyeuses d'infection tuberculose latente. Il faut regarder toujours l'histoire clinique et la radiographie thoracique et la corréler avec les tests diagnostiques avant de démarrer ou alors avant d'affirmer ou de confirmer une infection tuberculeuse latente. Les IGRA sont plus performants dans la littérature mondiale, mais nous sommes un pays à faible ressources malheureusement. Et la période entre le démarrage du traitement antibacillaire et la reprise des anti-TNF-alpha est pratiquement de 1 mois. Donc là, le guide thérapeutique, il opte aussi pour le régime de 9 mois. Chez les patients candidats à un traitement
par antifacteur de nécrose anti-TNF ou alors pour biothérapie. Chez l'enfant, c'est l'isoniazide pendant 6 mois et chez l'adolescent et l'adulte, c'est l'isoniazide pendant 9 mois. Les posologies, vous les connaissez toutes, c'est en fonction bien sûr du poids du patient. La surveillance, il faut promouvoir l'observance, la vérification de la survenue d'effets secondaires décelables cliniquement, la recherche de signes évocateurs de tuberculose maladie. Le rythme, vous le connaissez tous, 1 mois, 3 mois, 6 mois, contrairement à la littérature qui parle d'une surveillance mensuelle, une consultation de suivi de 9 mois pour le régime de 9 mois. Alors les messages à vous faire passer, c'est que la biothérapie a révolutionné le traitement des maladies inflammatoires auto-immunes avec un risque accru d'infection opportuniste, notamment tuberculose. La forme extrapulmonaire est disséminée sans les plus fréquentes sous anti-TNF-alpha. La réactivation de la tuberculose latente est très fréquente sous anti-TNF-alpha. Mise en place de recommandations locales et internationales de dépistage et de prévention. IDR ou IGRA selon le contexte et les ressources, bien évidemment. La prophylaxie, c'est l'isoniazide pendant 6 mois ou 9 mois en fonction de l'âge du patient. Et il faut se conformer strictement aux recommandations nationales. Et je vous remercie. Merci Madame Hel pour cette excellente présentation. Moi je suis de Tunisie, je ne suis pas du Maroc, mais je veux vous dire sur 2 points. C'est un petit commentaire. Le premier bien, c'est l'endémicité. Je pense qu'au niveau du Maghreb, il faut qu'on change notre position sur le plan de l'endémicité, parce qu'on n'a plus cette endémicité homogène. Avant, on parlait d'endémicité moyenne. Maintenant, on a des populations qui sont à risque. Donc notre position n'est pas la même que celle que recommande l'OMS. C'est pour ça que j'ai bien aimé votre conclusion de se dire qu'il faut se plier aux recommandations nationales plutôt qu'aux recommandations internationales. Maintenant, je vais revenir au choix de nous positionner par rapport à la chimioprévention. Parce que quand on met la biothérapie, ce n'est pas une chimioprophylaxie, c'est une chimioprévention. Je pense que dans nos pays, vu qu'on s'investit dans une biothérapie, je pense qu'il faut aller aux IGRA. Vous savez pourquoi? Parce que l'enjeu, ce n'est pas d'aller chercher une ITL, l'enjeu, c'est de mettre un traitement de chimioprévention. Donc plus on sera précis, plus on sera efficace. Parce qu'avec l'IDR, on va avoir des niveaux de précision qui seront moins bons. D'autant plus que, je ne sais pas ce qui se passe chez vous, mais chez nous, le produit commence à manquer. L'Institut Pasteur ne le fabrique plus comme avant. Il ne s'investit plus. Donc on risque vraiment d'avoir, on n'a plus la RT danoise d'avant, qui était de haute qualité. Donc maintenant, on a des petits. Pour les malades qui sont sous biothérapie, dans notre programme national, on recommande de mettre les IGRA, parce que l'enjeu, c'est la chimioprévention. Merci beaucoup pour le travail. C'est Ali Boukhadeur de Tunis. Vous n'êtes pas identifié, mon cher. Merci. Je voudrais savoir, est-ce qu'il y a des précautions particulières pour le vaccin ARN ou ADN qu'on fait pour le Covid? Merci d'abord, professeur Boukhadeur. J'ai adoré la manière avec laquelle vous avez prononcé mon prénom. C'est juste une parenthèse. Vous l'avez prononcé avec votre manière. J'ai bien adoré cette manière. Après, vous avez parfaitement raison. Je pense que les collègues, je réponds d'abord à la question du professeur Boukhadeur, je pense que nous qui ne sommes pas vraiment tenus, entre guillemets, à respecter les recommandations nationales, on se permet de demander quand même des IGRA face à une infection tuberculeuse latente. Mais je pense que les collègues qui travaillent dans la santé publique, ils sont limités et ils doivent se conformer strictement, je pense, aux recommandations du ministère de la Santé et doivent d'abord commencer, je suppose, par l'adhésion et réaction à la tuberculose, comme stipule le guide national, et puis après, si jamais, bien qu'il n'est pas recommandé de demander les IGRA après avoir fait une tuberculose, du fait que les IGRA seront forcément positifs, ben c'est pas, en raison de l'effet booster. Voilà. Donc, alors par rapport au vaccin ARN, dans les recommandations nationales, ce n'est pas encore mentionné noir sur blanc dans les recommandations nationales.
Et honnêtement, j'y ai pas pensé pour savoir ce qui se passe, mais généralement, tout ce qui est Covid, c'est actuellement très nouveau et on a beaucoup de failles et beaucoup de questions auxquelles il va falloir répondre peut-être dans les prochains mois ou alors dans les mois à venir, Inch'Allah. S'il vous plaît. J'ai une question. Merci, professeur Sohan, pour votre exposé très clair. Je sais que vous avez toujours des attitudes pratiques. C'est pour ça que je vais poser une question pratique. Un patient qui vous est adressé, candidat à une biothérapie, quel bilan minimum pratiqué et quelle est votre réponse en fonction du résultat du bilan? Merci. Alors, merci, docteur Foussa. Très ravi de vous revoir après une absence travail qui a duré. Donc, moi, je vais raisonner en termes de présentation clinique et radiologique. Si déjà le patient présente des symptômes cliniques évocateurs de tuberculose, avec une radiographie thoracique qui évoque des lésions en faveur de tuberculose, donc déjà la suspicion clinique et radiologique, elle est là. Donc je vais compléter par une IDR à la tuberculine, toute simple. Si jamais si j'ai la possibilité de pratiquer une IDR à la tuberculine. Alors si l'IDR à la tuberculine est positive, je suis sur la bonne voie, je peux démarrer une IDA, une chimoprophylaxie. Si l'IDR à la tuberculine, elle est négative, bien que l'aspect radioclinique est évocateur, du moment que c'est un patient qui serait candidat à un traitement sous anti-TNF alpha, je vais le mettre quand même sous chimoprophylaxie. Alors, dans le cas contraire, à la recherche d'une infection tuberculeuse latente, en l'absence de contexte clinique et radiologique, alors soit que le patient possède des moyens, je vais demander d'emblée des IGRA. S'ils sont positifs, je traite. Soit qu'il n'a pas les moyens, je serai obligée de commencer par une IDR à la tuberculine. Alors si jamais elle est négative, à ce moment-là, je serai embarrassée. Mais je peux éventuellement refaire l'IDR à la tuberculine, qui peut éventuellement être positive si jamais le patient il est allergique à la tuberculine face à cette immunodépression. C'est comme ça que je ne sais pas si les collègues ont un autre avis. Merci. S'il vous plaît, pour la discussion, est-ce qu'il faut demander l'intradéro ou je crois que la question ne se pose même pas parce que moi, je reçois beaucoup de malades de la part des rhumatologues et des gastro. C'est toujours quoi tu fais. Jamais d'intradéro. Parce que c'est le secteur libéral, spécialement, qui fait ça, qui fait la biothérapie. Quelques petits soucis, s'il vous plaît. La dernière malade que j'ai reçue, c'était RCH, que le gastro veut la préparer pour la biothérapie. J'ai démarré RH. Je ne donne pas les RH, je donne toujours le RH. Pourquoi le RH? Parce que, comme vous l'avez dit au début, parce que la prévalence, le risque d'infection, le contexte qu'on a, je crois qu'il faut privilégier le RH, ça c'est un avis personnel. Mais la patiente a tellement bien évolué ce RH que j'ai demandé, j'ai téléphoné au gastro pour lui dire est-ce qu'il ne s'agit pas des maladies une tuberculose intestinale. Parce que la malade, au bout de 20 jours, il a gagné 4 kilos, il est bien, il est asthénique, donc il mange bien. Donc il faut faire attention de ne pas passer à côté d'une tuberculose maladie avant de traiter. Voilà. En retour, je tiens à féliciter cher ami Sohan pour l'excellente exposition. Alors je vais rebondir sur l'indication justement de la chimoprophylaxie concernant la lésion radiologique, quelle que soit la réponse de l'IDR ou l'IGRA. Alors justement, là je fais référence à l'indication du scanner dans cette situation, parce que dans la lésion radiologique, là, je sais bien que vous faites allusion à tout ce qui est fibrocellulaire. D'accord, maintenant, dans la radiothoracique, on peut avoir des lésions actives et là, c'est la limitation de la sensibilité de la radio standard. Alors, ma question est simple.
quel est l'intérêt du scanner? Parce qu'on a des lésions radiologiques sur un thoracique. Est-ce que je peux la demander justement pour faire la part entre les lésions séquelaires fibrotiques, qui est d'ailleurs la source de la réactivation lorsqu'on va mettre le patient sur une thérapie, versus l'intérêt du scanner qui va finalement faire le distinguo entre les lésions séquelaires et les lésions actives qui peut passer et un processus de thoracique. Merci. Alors, concernant le scanner, même les recommandations anglo-saxonnes, ils privilégient la radiographie thoracique. Mais bon, si vous avez un contexte pour lequel il va falloir demander un scanner, il ne faut pas hésiter bien évidemment, surtout si les lésions ne sont pas suffisamment évidentes sur la radiographie thoracique, donc c'est le bon sens du clinicien. Mais là, le scanner thoracique, bien sûr, il a toute sa place. Si vous n'arrivez pas à distinguer entre des lésions séquelaires ou alors des lésions actives et que le scanner il va vous apporter de plus, d'autant plus qu'il ne faut pas qu'on a oublié de parler justement de la recherche de BK par GeneXpert qui est actuellement un des codes standards en matière de diagnostic de tuberculose. Donc là, si on est face à des lésions actives, forcément vous allez trouver un GeneXpert positif. Donc on peut s'aider aussi. Nous avons d'autres moyens diagnostiques qui sont aussi intéressants en matière de diagnostic de tuberculose, en plus bien évidemment de la radiographie thoracique et du scanner thoracique qui peuvent nous renseigner de façon vraiment plus sûre par rapport aux examens radiologiques. On va prendre une dernière question de professeur Borkhadi. Des commentaires, s'il vous plaît. Donc, je vous remercie pour l'exposé. Donc, tout d'abord, l'OMS a abandonné le terme chimie prophylactique pour le terme traitement préventif de la tuberculose. Donc, plutôt le traitement préventif de la tuberculose. Deuxième chose, donc, nous avons une recommandation marocaine que nous avons mis à jour dernièrement, donc de 2021, avec le Maroc. Donc, nous avons cette recommandation. On a bien sûr vu tous les anti-TNF et toute la thérapie. Et on a mis bien sûr les situations, parce qu'il y a des situations, un malade déjà traité pour tuberculose, traitement stérilisant, non stérilisant, thérapie, traitement à malade qui a des lésions séquelaires sur la radiographie thoracique. Donc, je pense que c'est quelque chose qui est intéressant parce que c'est le contexte marocain. Concernant l'IGRA, réaction, je dirais plutôt IGRA parce que c'est plus sensible, vous l'avez dit, c'est plus sensible, plus spécifique. C'est nous, comme société savante, qui doit pousser les pouvoirs publics à adopter les choses qui sont scientifiquement bien fondées. Parce qu'un malade qui va bénéficier des anti-TNF qui sont remboursés par la sécurité sociale là, aux données gratuitement pour la Ramilis, qui coûte l'injection coûte 5 000 dirhams. On ne va pas dire, on va pas faire un consultant qui coûte 5 000 dirhams. Donc, ça ne veut pas dire qu'on est un pays à faible revenu. Il coûte combien le différent? Ben, c'est entre 500 à 1000 dirhams. À 1500 dirhams. Non, c'est entre 500 dirhams. À 1500 dirhams, c'est pour ça. Chaud. C'est entre 500 et 1000 dirhams. C'est 1500. Je parle sous le contrôle de mes amis, de mon docteur Rami. Il coûte combien le quantiférant? C'est-à-dire que, à ce moment-là, je vais m'arrêter système mondial. Donc, à fur et à mesure qu'on va le demander, alors les cardiologues demandent à trombonique qui coûte 400-500 dirhams chaque jour. Bon, on ne peut pas un malade qui va recevoir une prophylaxie et tout ça, mais il cherche un quantiférant. Il ne faut pas aller se priver d'un examen qui est plus sûr, plus. Alors, concernant donc, la recommandation marocaine actuellement, comme vous avez dit, donc, on a opté pour l'INH depuis 4, 5, 6 ans. Mais on est actuellement, malheureusement c'était la Covid, donc on est actuellement voilà, probablement pour essayer de revoir c'est-à-dire le protocole sur. On va probablement virer dans RH. Alors, certes, désolé, certes, la discussion est très intéressante. Et c'est un plaisir de commencer le congrès avec la tuberculose et nos professeurs du Nord et du Sud du Maroc. Donc, on vous apprend qu'on clôture cette première session. Et il vous reste une pause de 15 minutes avant de reprendre les ateliers à 17h. Petite information que va vous annoncer le professeur Boltal. Merci beaucoup. C'est une session très intéressante et je voudrais vous informer que l'atelier numéro 4 sera fait par Dr Rupert et que de toute façon cet atelier sera dupliqué, il sera fait le vendredi
c'est l'atelier numéro 4 qui va être fait à 17h30. Donc ceux qui ont l'atelier tout à l'heure, ça va être un animateur qui n'est pas sur le papier. Voilà, je voulais vous. Merci. Merci toujours. Merci. Je voudrais savoir, est-ce qu'il y a des précautions particulières pour le vaccin à ARN ou ADN qu'on fait pour le Covid? Merci d'abord, professeur Bekhdel. J'ai adoré la manière avec laquelle vous avez prononcé mon prénom. C'est juste une parenthèse. Vous l'avez prononcé avec votre manière. J'ai bien adoré cette manière. Après, vous avez parfaitement raison. Je pense que les collègues, je réponds d'abord à la question du professeur Bekhdel, je pense que nous qui ne sommes pas vraiment tenus, entre guillemets, à respecter les recommandations nationales, on se permet de demander quand même des IGRA face à une infection tuberculeuse latente. Mais je pense que les collègues qui travaillent dans la santé publique, ils sont limités et ils doivent se conformer strictement, je pense, aux recommandations du ministère de la Santé et doivent d'abord commencer, je suppose, par l'être adhérent et réaction à la